Là, ils s'entendent là? Ouais. Ok. C'est vrai que ça fait bizarre. Bonjour tout le monde. Donc, je vais me présenter, Jean-Luc Hussac, trader pour compte propre. Vous me retrouvez chaque jour sur BFM. Vous pouvez venir nous voir au bureau. Parler à une caméra sans avoir de repères visuels, ça fait un peu bizarre, mais je vais vous présenter une petite partie de l'approche qu'on propose sur les stages de formation, notamment sur les futurs CAC 40, sur le futur, CAC 40, DAX, enfin, vous pouvez travailler sur tout ce que vous voulez. Alors, j'ai pas mal d'écrans devant moi. J'ai également mis mon compte des fois que, par contre, si je pense qu'il y a peut-être des questions en direct à certains moments. Normalement, donc le slide, là, c'est la présentation. Donc, on est à Paris, dans le 11e. Je trade moi depuis 1980. J'ai eu ma carte professionnelle en 83. Je vous ai même retrouvé ma carte professionnelle que j'avais eue à l'époque, si vous voulez, où pour rentrer en bourse, au départ, tout le monde pouvait rentrer, mais après, il y avait un jour, ils ont trouvé une bombe, vraiment, et elle aurait pu exploser, donc ils ont tout fermé, il fallait une carte pour rentrer, c'est la carte qu'on m'a donnée à l'époque, ça c'est 1980, je sais plus, 84, 85, quelque chose comme ça. Donc j'ai suivi un cursus un peu particulier, mais j'ai fait beaucoup de choses comme dans ce métier, parce que j'ai tradé, mais sans vraiment connaître les marchés, j'ai appris sur le tard en écoutant les anciens, j'ai toujours beaucoup écouté, et puis après j'ai eu la chance de faire des formations avec les tous les gens qui sont venus des grandes écoles, notamment Polytechnique, pour monter les dérivés. Donc je me suis intéressé aux dérivés dès le départ, puisque quelques années avant la création de ces produits, notamment sur le futur a démarré en 88, vous voyez, et puis les monnaies en 87. Avant, il y avait le Matif, et puis donc dans les années 84, ils formaient des gens, et j'ai eu cette chance d'être formé. Alors, c'était pas des techniques de trading, c'était vraiment des règles du jeu, tout ce qui concernait la couverture, la mise en place de tout ce qu'il fallait pour que ces marchés puissent exister. Après, j'ai dirigé une boîte de gestion entre 88 et 91, et puis ensuite je me suis consacré à Perceval uniquement. Et puis voilà, on a avancé. Alors l'actualité, on a lancé une application qui s'appelle le Trade du jour. Alors jusqu'à présent, on donnait des recos sur un système qui ne me convenait pas du tout, quoi. Ça marchait pas, c'est pas fiable. Donc j'ai tout changé, tout va redémarrer bientôt, mois de mai, là, c'est parti. On fait d'ailleurs une journée de présentation. Enfin, c'est clos, hein, c'est privé. Et après, on verra si on fait autre chose. Et vous voyez, le genre de choses que vous allez avoir devant vous, c'est sur un mobile, des recos d'achat, de vente. Bon, évidemment, il faut savoir un petit peu les interpréter peut-être hein, pour optimiser votre trading. Mais ça peut être une aide objective. Vous voyez, on ne veut pas prendre les gens par la main. D'ailleurs, dans tout ce qu'on fait, on ne veut pas dire aux gens achetez, vendez. On veut d'abord apporter de la culture bourse, un savoir-faire, une autonomie. C'est très important. On veut que les gens soient autonomes. Donc, on va parler un petit peu du futur. Ça intéresse beaucoup de monde, le futur. C'est passionnant. C'est un marché qui aujourd'hui a vraiment atteint, depuis quelques années déjà, mais je dirais sa pleine croissance, sa maturité, etc. Donc en 98, quand on est passé à l'électronique, ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui, ce sont des marchés efficients, transparents. Mais donc tout ce qu'on peut faire sur le futur, on peut le faire également sur des produits tels que le CFD. Alors bon, c'est vrai que le gros avantage du CFD, c'est d'avoir la possibilité d'intervenir sur des plus petites sommes. Ça, c'est quand même le gros intérêt. Ensuite, que les brokers mettent à votre disposition, on va dire, une accessibilité assez simplifiée sur des marchés qui ne sont pas forcément accessibles facilement via des marchés, ce qu'on appelle des marchés centralisés, standardisés, avec des montants qui sont importants bien souvent. Là, c'est sûr que le CFD a un gros avantage. Donc le futur, c'est par exemple 10 euros le point, vous voyez, donc un indice qui vaut 4005, ça fait tout de suite un montant de 45 000 euros. Le futur a démarré en 88, mais de 80 aux années 2000, on est passé de la préhistoire à la haute technologie. Ça a été vraiment un changement gigantesque. Moi, si vous voulez, j'ai vécu l'arrivée des dérivés, et puis la montée en puissance,
comment on peut dire, l'influence sur le comportement classique qu'on avait l'habitude de voir hein, du marché. Ça a bouleversé toute la vision qu'on pouvait avoir des marchés. Après, la technologie a fait que sont arrivés les algos, THF, etc., trading haute fréquence. Donc, il y a vraiment quelque chose qui a été, qui a été bouleversé. Hein. Alors, vous voyez, là, ce que j'écris, c'est que dans les formations qu'on propose, on insiste beaucoup sur l'importance de comprendre le fonctionnement des marchés avant d'espérer avoir soit une bonne idée, soit de trouver une méthode miracle qui n'existe pas, bien sûr. On n'est pas là d'ailleurs pour vendre une solution miracle. Hein. Ça existait, ça serait. Au contraire, on essaie d'apporter, je vous dis, une aide objective dans le trading, mais avant que les gens apprennent la méthode, il y a des règles du jeu à connaître. Vous ne pouvez pas, si vous vous lancez sur ce marché, faire abstraction des règles du jeu. Ce n'est pas possible. Bon, on va pas les voir maintenant, ça va vous casser les pieds. On peut en parler parfois comme ça au gré des slides, mais euh, il y a des règles à comprendre. Il y a ensuite l'interaction des marchés entre eux, entre le cash et le futur, l'histoire des dividendes, on va le voir un petit peu. L'histoire il y a beaucoup de choses, si vous voulez, avant de trader. Donc il faut bien comprendre ces trucs-là. Donc les marchés dérivés donc, sont extrêmement importants. Vous voyez, là, je fais un petit slide avec le cash et les dérivés, vous voyez, un peu l'iceberg, l'importance des dérivés par rapport au cash versus cash. Voilà, c'est pour marquer un peu les esprits, bien évidemment. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'un contrat futur CAC 40? C'est un contrat à terme. Un contrat à terme, ça se calcule, enfin, ça s'échange, pardon, et le futur CAC, enfin, le CAC 40, lui, il se calcule. Euh, il faut que vous compreniez que. Alors, j'ai fait une petite explication ce matin sur BFM. Je sais que certains pensent que je me suis un peu énervé, mais bon, pas du tout. Mais il faut étudier ce qui se négocie. Ce qui est important, si vous voulez, dans l'analyse que vous allez faire de la courbe d'un produit quelconque, il faut qu'il se négocie. S'il se calcule, c'est pas possible. Donc, c'est le futur, si vous voulez, qui se négocie, c'est le futur qui s'échange, et c'est le futur qui va vous aider à y comprendre quelque chose, en tout cas à trouver les repères. Donc, c'est parce qu'il s'échange qu'il est important, et c'est parce qu'il est donc important qu'il faut que vous le suiviez et que vous n'allez pas vous perdre ailleurs sur du cash. Vous n'allez pas du tout avoir les mêmes repères. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est un peu l'explication des dividendes. Imaginons que nous sommes aujourd'hui avec un CAC 40 à 4475 sur le slide et que le futur décote comme ça de 70 points. Donc, si rien ne bouge jusqu'à l'échéance, vous voyez, si rien ne bouge, hein, si le marché ne bouge pas du tout, vous allez avoir donc le futur qui ne va pas bouger parce que le futur, si vous voulez, anticipe la valeur du CAC 40, le calcul du CAC, hein, à une échéance qui va se situer donc le troisième vendredi du mois. D'accord? Donc, vous allez avoir d'une manière naturelle, mathématique, enfin, à chaque fois que qu'une valeur du CAC distribue des dividendes, le CAC 40 calculé va baisser en fonction donc de la pondération de l'action, du dividende qui est donné, etc. Donc vous avez le CAC 40 qui va perdre de la valeur. C'est normal parce que le CAC 40 représente la richesse des sociétés. Donc si le dividende est sorti de la société, la valeur donc vaut moins cher. Mais par contre, c'est la poche de l'actionnaire qui s'est enrichie, bien évidemment. Donc l'argent n'est pas perdu, elle est passée de la société à l'actionnaire. Okay, mais le CAC 40, lui, il a perdu de la valeur. Donc c'est normal qu'à chaque fois qu'un dividende est distribué, le CAC baisse au prorata de cette distribution. Et donc, vous voyez, vous avez votre graphique comme ça qui va faire que le CAC va tendre vers la valeur du futur, parce que quand on calcule un futur, bon, après c'est plus ou moins complexe, hein, ça dépend des futurs. Bon, sur le CAC 40, c'est pas très compliqué, mais sur des marchés exotiques, un peu plus exotiques, ou sur des dettes, c'est beaucoup plus complexe. Et puis là, on va travailler sur des échéances à 1 mois, 3 mois. On a plutôt une bonne visibilité des dividendes qui sont distribués. Sauf surprise, évidemment, lorsque vous anticipez un contrat futur à 1 an. Et tout d'un coup, comme ça a été le cas en 2009 avec les banques qui
qui ont décidé de ne pas distribuer de dividendes au dernier moment. Évidemment, il y a eu des ajustements, il y a des erreurs qui sont évidemment commises au départ, puisque la personne qui a calculé le forward, le futur, évidemment, il doit le recalculer. Mais enfin, il y a peu d'échanges sur des horizons plus long terme, et tous les échanges se font sur le contrat, sur l'échéance en cours, donc il n'y a pas un impact significatif. Enfin, en tout cas au niveau de la perte ou du gain des opérateurs. Donc vous voyez là, à toute chose égale par ailleurs, l'indice donc rejoint le futur qui avait anticipé les détachements de dividendes, et donc on ne peut pas gagner, si vous voulez, en vendant à 4475 et avec l'idée de pouvoir se racheter à 4405, c'est pas possible. Donc sur les CFD, si vous voulez, à chaque fois qu'il y a un dividende, ils vont, si vous êtes vendeur, ils vont vous faire, ils vont vous enlever cette différence. Et si vous êtes acheteur, ils vont vous la recréditer. C'est ils vont dire que c'est comme un coupon, un dividende, et puis ils vont vous enlever un impôt forfaitaire. Bon là, il y a une discussion autour de ça parce que c'est en fait une différence de cours. Donc c'est comme ça que ça se fait partout, hein. Ils vous prennent 30%, prélèvement à la source, ou 20 ou 30%. Là, c'est discutable parce que c'est une différence de prix. C'est pas un dividende au sens juridique du terme. Voilà. Il faut bien comprendre ça. Alors je sais que les gens parfois m'agressent un peu, en me disant qu'est-ce qui nous embête avec ses futurs, avec son histoire de dividende, mais vous ne pouvez pas comparer le CAC 40, hein, l'indice CAC 40 aujourd'hui avec celui d'il y a un mois. Déjà, il y a une différence. Il va y avoir 57 points encore entre aujourd'hui et le troisième vendredi du mois de mai, et sur juin, il va y avoir encore 50 points d'écart. Donc vous voyez, on peut dire que si je commence à vous raconter une histoire en vous disant je pense que le marché va perdre 100 points, c'est sûr que je sais déjà qu'il va perdre 100 points, le CAC 40. Il va les perdre, ces 100 points, mais je ne pourrai pas les gagner parce que ça sera une différence de prix et c'est ajusté. C'est comme, c'est comme s'il y avait une opération sur titre, il y a un ajustement qui fait qu'on ne peut pas les gagner. Donc c'est tricher que de dire évidemment, tiens, je vais vendre aujourd'hui à 4500. Là, le marché, si on est à 40 sur le cash, je n'ai pas les marchés en direct là, mais si on est à 4005, c'est tricher que de dire je vise 4004 au mois de juin, parce que de toute façon, à toute chose égale par ailleurs, si le marché ne bouge pas, on sera à 4004 au mois de juin. C'est ça qui est important. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous devez vraiment prendre en considération si vous vous intéressez au futur, c'est comprendre cette différence, comprendre qu'on ne peut pas le gagner. Alors après, il y a encore un facteur qui pourrait expliquer la différence, ça serait le taux d'intérêt. Mais le taux d'intérêt étant à zéro, si vous voulez, normalement, avec un taux d'intérêt à quelques pourcents, le futur, au début du mois, comme on emprunte de l'argent sur un mois, c'est pareil, c'est au prorata temporis qui va baisser vers le cours ce qu'on attend du CAC 40 à l'échéance. C'est-à-dire que normalement, s'il y avait un taux d'intérêt de 5%, divisé par 12 mois, divisé par le nombre de jours, le début du mois, le futur vaudrait plus à cause du taux d'intérêt qu'à la fin du mois. Vous voyez, il baisserait doucement. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un flat, là, toute chose égale par ailleurs, vous auriez la courbe bleue qui serait légèrement en train de descendre. Ça serait donc la valeur taux d'intérêt. Mais comme aujourd'hui les taux d'intérêt sont à zéro, il n'y a pas de problème. Alors sur ces marchés, le taux d'intérêt il est vraiment égal à zéro. C'est-à-dire que vous êtes traité comme une banque. Vous payez le même taux d'intérêt qu'une banque. Il n'y a pas de taux d'intérêt marketing. Hein. C'est quand même un gros avantage. Parmi les choses à prendre en considération aussi, c'est le trading algo, qui est très présent, très très présent. Alors quand sur BFM, je vous raconte que j'essaie de vous décrire un contexte, si vous voulez, est-ce qu'il y a des convictions, que font les gérants, etc. En dehors du fait de dire tiens j'achète là ou je vends là, ou je pense que c'est haussier, je pense que c'est baissier. De toute façon, soyez conscients que ce sont des probabilités qu'on travaille, ce sont des scénarios, on est certain de rien. Mais c'est vrai que celui qui ne fait rien, il gagnera jamais rien, et puis voilà, donc il est certain de perdre celui qui ne fait rien. Moi j'essaye évidemment de vous aider voilà, je vous propose un scénario, vous en faites ce que vous voulez, je n'ai pas la prétention d'avoir raison, je n'ai certainement pas la prétention d'être le meilleur trader. Par contre, j'ai une prétention, c'est de vraiment connaître le fonctionnement des marchés, ce qu'il y a derrière ces marchés, comment ça fonctionne, etc. Ça oui, ouais. Parce que je l'ai vécu en temps réel, j'ai fait partie même parfois de commissions
sur le calcul, par exemple, on m'avait demandé un avis sur le calcul de l'échéance, comment on pourrait le mettre en place à l'époque, mais c'était vieux, hein, c'était à l'époque où le fixing, en fait, c'était juste 16 heures pile pour la compensation. Puis après, ils se sont mis à mettre 20 minutes, le calcul de la compensation. Et bon, voilà, tout ça, toutes les règles du jeu, je les connais bien. Voilà. Mais vous savez, pour trader, connaître les règles du jeu, je reviens à ce que j'ai dit au début, c'est super important. Vous ne pouvez pas faire abstraction de ça. Donc soit il faut trouver le moyen de les apprendre, soit bah, nous, c'est ce qu'on fait, hein, tous les stages commencent comme ça, toutes les formations commencent comme ça, par les règles du jeu et des points à prendre en considération, notamment sur l'analyse chartiste, l'analyse technique, la finance comportementale, etc. Alors, dans le trading algo, l'idée, c'est encore une fois, on n'en fera pas forcément quelque chose de cette situation de baisse ou de hausse rapide, mais c'est de ne pas être surpris par ce qui est en train de se passer. Donc, le trading algo existe, pas confondre avec le THF, mais le trading haute fréquence est une forme de trading algorithmique, hein, différente, mais euh, le, si vous voulez faire des mouvements comme ça, vous vous rendez compte, là, vous regardez le graphique, alors c'est sur plusieurs jours, mais parfois vous l'avez probablement rencontré de par votre expérience, hein, au jour le jour. Parfois vous avez des mouvements incroyables. Là, j'ai pris le DAX parce que bon, c'est vrai qu'on le voit plus facilement peut-être. Mais vous avez des écarts, 3% de baisse, puis ça remonte de plus de 3,5, ça rebaisse de 3, ça remonte de 3. Il y a des phases là-dedans qui sont vraiment du pur trading algo. Du pur. C'est terrible. Alors l'idée, encore une fois, c'est d'en être conscient. On ne va pas tenter de l'exploiter, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais de ne pas être surpris, de savoir que ça peut exister. Après, de respecter son plan, coûte que coûte. Hein, mais bah, si on cherche à vendre, il faut se dire que voilà, tout est possible, y compris des trucs incroyables, ou acheter d'ailleurs, des mouvements assez incroyables. Je vous dis, c'est surtout constater des mouvements sans état d'âme, se dire que ça peut être très excessif, et voilà, il ne faut pas être surpris, ne cherchez pas une raison fondamentale, de toute façon, ça sera trop tard, et puis ça n'offre aucun intérêt. Donc il faut faire avec. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus sur le trading algo? Je ne sais plus, ça me reviendra peut-être, mais j'ai avalé ce que je voulais vous dire. Ouais, il y a beaucoup de gestion de delta dans le trading algo. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est ce trading algo. Il est d'autant plus impactant en ce moment que les gérants ont des attitudes extrêmement modérées, enfin, ont des pressions très modérées sur les marchés. Ils ne font pas grand-chose. Alors, je sais que là aussi, parfois je dis ça, je dis bon, il n'y a rien, et puis ça bouge de 3. Alors vous dites, évidemment, vous dites, bah, Cusack, qui nous raconte des histoires, il nous dit qu'il n'y a rien, puis ça bouge de 3%. Ben justement, c'est souvent l'algo qui va d'autant plus émerger, si vous voulez, que le reste diminue en puissance. C'est sûr que l'algo, il se nourrit de quelque chose. Souvent, l'algo se nourrit d'un contre-pied. Voilà, on ne peut pas rentrer dans le détail maintenant, mais d'ailleurs, on va probablement mettre en place un stage de training algo qui ne sera pas non plus l'idée de proposer une solution miracle, hein, mais c'est de faire comprendre aux gens ce que c'est, comment ça fonctionne. Et là, je ne le ferai pas moi tout seul parce que je ne suis pas un spécialiste. Enfin, je connais, mais si vous voulez, j'ai pas cette prétention de connaître parfaitement ce métier, du tout. Hein. Donc, je le ferai avec quelqu'un que moi j'ai formé et que j'ai formé en trading directionnel et qui lui est un des plus grands spécialistes au monde du trading algo. Il a travaillé à la SocGen, etc. Et on va voir, on y pense parce que c'est vraiment intéressant, hein, de communiquer comme ça un savoir, une expérience, parce qu'après, vous avez beaucoup de gens qui viennent me voir, qui cherchent des solutions miracles, qui essaient de trouver des méthodes. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, je vous le dis, c'est impossible. Au mieux, vous allez pouvoir, avec le trading algo ou un simili algo, déjà, en construisant, apprendre sur le comportement du marché, et ensuite vous le transformez en aide à la décision, beaucoup plus que en trading systématique et automatique. Vous voyez, ça sera plus une aide. Franchement, en tant qu'aide à la décision, je suis persuadé que c'est une bonne chose. Autant en robot pur, c'est pas possible. Mais vraiment pas possible. De toute façon, ni vous ni moi avons les moyens de créer
un robot susceptible de gagner automatiquement de l'argent. Bon, les risques sur le futur, sur les actions. Alors, j'attire votre attention sur le fait que trader le futur offre beaucoup moins de, enfin, représente, pour moi, il y a beaucoup moins de risques à trader le futur que les actions. Déjà, la volatilité est beaucoup moins importante sur le futur qu'une action qui est soumise à des news, bonnes, mauvaises, donc qui vont peut-être amplifier un mouvement de hausse ou amplifier un mouvement de baisse général des marchés. Donc, vous devez bien comprendre que s'il y a 40 valeurs dans un indice, les news sont lissées, etc. Donc, le seul inconvénient, on va dire, enfin, c'est un avantage et un inconvénient, on va voir la liste un peu après, mais c'est l'effet de levier. Vous voyez, c'est l'effet de levier que représente, enfin, potentiel sur les indices. Sur le futur CAC 40, on a des effets de levier autour de 10 à peu près, permises par l'autorité de marché, les chambres de compensation. Alors évidemment, si vous regardez l'effet de levier sur le CFD, là on est plutôt on peut monter à 50, 100, mais bon, déjà à partir de, vous voulez que je vous dise vraiment, mais à partir de 5, vous avez plus quasi aucune chance de gagner de l'argent, quoi. Voilà, 10, c'est bien si vous faites des options en face, si vous hedgez, si vous êtes, enfin voilà, il y a, si vous voulez, une raison pour laquelle on vous permet de faire un effet de levier de 10, mais c'est certainement pas d'une manière, si vous voulez, comme on dit, sec, enfin, c'est pas que acheteur ou que vendeur. On hedge des options, on va travailler les positions hedgées, il ne faut pas que la couverture totale réclamée soit trop importante pour qu'on puisse avoir une marge de manœuvre et travailler correctement, mais en fait le risque, il ne sera pas de 10 fois le montant du déposit, de la caution que vous allez mettre en contrepartie. Après, il y a un truc à voir aussi, à comprendre sur le futur, sur l'indice, c'est que au niveau du risque que vous ressentez, c'est le côté abstrait du CAC 40. C'est très, très intéressant, et ça je le remarque à chaque fois, c'est un grand classique. Les gens vont perdre très facilement 2-3% sur une action et ils se disent, bon, après tout, elle va remonter cette action. Alors que s'ils perdent 20, 50 points ou 100 points sur le futur CAC 40, c'est la panique générale. Et ils se disent, ça y est. Alors que non. Le CAC 40, il bouge, il évolue, il a sa respiration. Mais ce qui fait paniquer les gens, c'est le côté abstrait. Ouais, ils se disent, bon, Peugeot, ils vont vendre des voitures, mais bon, l'indice CAC 40, c'est Sanofi, c'est Total, ce sont des valeurs qui sont souvent les meilleures. Pourquoi? Parce qu'elles sont pondérées en fonction de leur cours de bourse, leur capitalisation, et après de l'évolution de leur cours de bourse, la capitalisation, le flottant, etc. Et il faut comprendre qu'un indice est fabriqué de manière à normalement, naturellement progresser, puisque les belles valeurs, le cours monte et la pondération augmente. Et les mauvaises valeurs, entre guillemets en tout cas, elles baissent et la pondération diminue jusqu'à qu'elles tendent vers zéro, et puis après on les sort du marché. Dexia, ils l'ont sorti, Alcatel, etc. Donc, normalement, si vous voulez, si vous êtes acheteur sur un indice, à coup sûr, à un moment donné, vous allez revoir votre prix. En revanche, sur une action, à coup sûr, vous prenez le risque de ne pas revoir votre prix. On l'a connu. Alcatel, bon, c'est un exemple qu'on cite souvent. Rappelez-vous, à l'époque où elle valait 90, les gens n'ont jamais revu le prix, puisqu'en plus, maintenant, la valeur a disparu. Donc, il faut relativiser le risque, et après, cette notion de risque, elle va être très dépendante de vos biais cognitifs, de l'aversion au risque que vous aurez, parce que si vous avez eu beaucoup de pertes en bourse, vous allez avoir beaucoup vous allez avoir peur, mais c'est normal, on est tous passés par là. Bon, on va y revenir un petit peu tout à l'heure sur le côté comportemental. Voilà, il faut essayer de se dire que le risque est diminué, enfin est faible par rapport aux actions. Voilà, c'est important, c'est de partir dans cette direction. Après, c'est l'effet de levier qui va faire que votre risque sera plus ou moins important. Bon, en 2 secondes. Alors, les avantages, c'est l'horaire étendu, le risque qui est réparti sur les 40 valeurs, l'effet de levier. Alors, c'est un avantage, on peut jouer avec un effet de levier raisonnable, 2, 3. Et les liquidités, il y a beaucoup de liquidités. Alors, certains me disent, mais vous travaillez le CAC 40, vous devriez aller. Pourquoi vous ne faites pas du CAC, de l'Eurostoxx ou qu'ils apprennent déjà à comprendre comment ça fonctionne, et puis après ils pourront me poser la question. Ils ne la poseront plus la question, mais c'est très, très liquide. Mais en fait, vous vous faites avoir parce que vous voyez
et vous ne voyez pas grand-chose. Et puis voilà, le CAC, vous pouvez taper 50 lots one shot, ça n'a pas de souci. De toute façon, il y a des ordres cachés, il y a tout. Enfin, vous savez, 50 lots, ça commence à faire de l'argent. Donc moi, je fais au maximum 100 lots. Et mes écarts au quotidien, c'est à peu près 50 000 euros. Donc bah, ça me suffit. Enfin, je veux dire, c'est largement suffisant pour soit gagner sa vie, soit la perdre d'ailleurs. Mais c'est très liquide. Voilà, c'est très liquide. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est beaucoup plus liquide que les CFD. Je vois parfois des gens qui disent que les CFD sont beaucoup plus liquides. Mais non, un CFD, c'est un duplicata du futur. Donc non, c'est beaucoup moins liquide. Enfin, je suis désolé, mais il faut au moins comprendre comment ça fonctionne. Après, vous avez des fourchettes serrées, bien évidemment. Vous avez un marché qui est centralisé. Donc vous avez une grosse concurrence. Hein. Tout le monde vient sur le futur. Une transparence complète, puisque vous avez un marché avec un carnet d'ordre, donc ça c'est très important. Donc vous pouvez le visualiser, ce carnet d'ordre, vous voyez parfaitement un petit peu les offres, les demandes, les cours cotés, le volume, etc. Donc beaucoup de contreparties, des frais assez faibles. Saxo, par exemple, c'est 2,50 € par contrat, voyez-vous, on peut trouver moins cher, on peut trouver évidemment plus cher. Après, n'ayez pas cette vision... ce regard que des frais, parce qu'il y a toute la sécurité, je pense, de votre capital qui doit être d'abord pris en considération. À vous de voir, mais moi en tout cas, je peux vous dire que bah, vous verrez un peu plus loin, je vous montre que j'ai un compte hein, chez Saxo, voilà, ça fait partie de mes brokers. Et voilà, l'argent pour moi est sécurisé, c'est une banque française quelque part, et je préfère travailler comme ça qu'avec des Américains ou bon, des Anglais encore, ça va, mais les Américains, pas trop, j'aime pas trop. Enfin, là, on va pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, sinon on va pas s'en sortir. Alors, les avantages, protection d'un portefeuille assez facilement, vous avez un actif financier, le vendredi soir, vous pouvez vendre des futurs et les racheter le lundi matin. Bon, évidemment, vous pouvez gagner ou perdre de l'argent, mais en dehors de cela, c'est facile de protéger un portefeuille. Peu ou pas d'initiés, ouais, c'est ce que je mettais à l'époque. C'est-à-dire que c'est vrai que sur des actions, il y a des d'initiés en permanence. Sur les indices, voilà, il y en a moins. Il y en a moins. Les inconvénients, c'est la tentation de jouer avec un effet de levier trop important. Moi, aujourd'hui, je joue avec un effet de levier de 2. Alors, je vous dis ça, c'est jouer avec plusieurs millions d'euros ou jouer avec 10 000 euros ou 10 000 francs, comme moi j'ai commencé. Moi, au départ, j'étais à fond tout le temps. Hein. Le but du jeu, c'était, voilà, j'avais pas d'argent, je suis une famille de pêcheurs à l'origine, vous voyez, on n'était pas riches. Et donc, j'ai joué à fond, à fond, à fond. Et j'ai gagné beaucoup, j'ai perdu beaucoup. J'ai appris beaucoup, j'ai mis beaucoup de temps à revenir à, je dirais, un comportement normal, parce que j'étais baigné dans le à fond la caisse pour gagner ma vie pendant, allez, on va dire, les 15 premières années. C'est terrible, hein, 15 ans, hein, c'est pas 15 jours, hein, c'est pas 15 mois, c'est 15 ans, hein, à fond. Puis un jour, je me suis dit, mais je suis malade, j'arrive à gagner 1 million facilement. Je suis passé je sais pas moi, de 10 000 à... C'est en francs à l'époque. On repartit avec 50, oui, avec 50, voilà, je gagnais avec 10 000 francs, 1 million de francs, puis de 1 million de francs, je revenais à 50 000. Bon, heureusement, j'en sortais, n'oubliez pas aussi de mettre les impôts de côté, mais je perdais tout le temps à la fin. Enfin, dès que la pression devenait trop importante, vous savez, c'était pas structuré, on n'avait rien, pas de graphique, que dalle, enfin, c'était un autre monde, hein. Enfin voilà, je me suis vraiment enrichi à partir du moment où, quand je suis arrivé à 1 million, je me suis dit, bon, arrête de trader comme un fou. Et ça a vraiment démarré dans les années 2000, hein, 2000 quand ils ont arrêté le règlement mensuel, bon, un peu avant aussi, mais 2000 a été pour moi un choc. Le RM a disparu, le SRD est arrivé. Je faisais aussi beaucoup d'actions. Et donc, j'ai arrêté de spéculer à 5 fois la mise sur les actions tout le temps. Vous vous rendez compte, 5 fois aujourd'hui, c'est de la folie. Les moins de sanctions, c'est moins 6. Ce matin, vous avez Airbus, moins 6. Si vous jouez à coefficient 5, ça fait moins 30 sur votre portefeuille. C'est dramatique. Donc les inconvénients, c'est les règles à apprendre, les règles du jeu. Bon, c'est pas compliqué. Et puis après, les repères psychologiques comme le côté abstrait. Voilà. Mais bon. Si vous abordez ces marchés, alors, la seule approche, c'est technique, chartiste donc, et technique, on va dire. Si vous commencez à regarder le fondamental, vous êtes mort. Si vous commencez à faire comme certains, que fait New York pour jouer Paris, c'est mort. Si vous faites pareil voilà, ne concentrez
votre énergie que sur le sous-jacent sur lequel vous allez bosser. Ça, c'est la base de l'analyse technique, on va dire, chartiste. Après, bon, évidemment, quand on prend du recul sur les événements, comprendre fondamentalement que la situation, par exemple, est très, très mauvaise, très incertaine, qu'il n'y a pas de visibilité, ça vous aide à choisir des stratégies. Ça, c'est OK. Mais lorsque vous tradez, notamment en intraday ou sur des périodes assez courtes, ayez une approche uniquement de chartiste technique. Si vous commencez à jouer des stats, etc., de toute façon, il y a toujours quelqu'un qui ira plus vite que vous, donc il faut avoir un plan, le suivre, avoir confiance. On va revenir sur ces phénomènes de bonne méthode et de comment avoir confiance. Donc vous voyez ce que je marque, il faut vraiment regarder le comportement du marché et rien d'autre. Si vous commencez à regarder ce que fait le voisin, vous êtes foutu, vous n'y arriverez pas. Parce que vous allez perdre votre temps, vous allez hésiter. Au mieux, en hésitant, vous allez tendre vers une performance 0-, voilà, et puis vous n'allez pas gagner d'argent, c'est sûr, c'est certain. C'est certain. Donc après, une fois qu'on a cette méthode, cette manière de procéder, etc., bah, il faut être vraiment systématique dans sa prise de position. Donc travailler en fonction du graphique, pas s'occuper encore une fois du SP500, etc. Parce qu'à ce moment-là, si vous détectez que le SP est en train de monter, bah, achetez le Standard & Poor's. Mais pourquoi vous achèteriez le CAC? Donc achetez le Standard & Poor's. Si vous pensez que le Standard & Poor's est en train de monter. Après, si vous pensez que parce qu'il monte, vous aurez le temps d'acheter le CAC, là, je crois que vous n'avez pas du tout idée de ce qui se passe. C'est pas possible. Vous n'aurez pas le temps d'acheter le CAC en vous disant bah, si de toute façon le standard baisse, je vais avoir le temps de vendre le CAC. Réfléchissez 2 secondes, c'est pas possible. Il y a des arbitragistes ou il y a des gens qui seront beaucoup plus rapides que vous. De toute façon, ils ne vont même pas travailler dans cet esprit-là, hein, ils ne sont pas cinglés. Donc pensez-y, hein, c'est pas évident, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, vous verrez, le comportement, c'est la systématisation pour être efficace d'une méthode. Alors l'analyse chartiste, le gros problème, c'est que ça demande beaucoup d'interprétation. Et en fonction de votre niveau, de vos connaissances et de votre expérience, vous n'allez pas du tout interpréter les choses de la même manière. Donc, déjà, en connaissant les règles du jeu des dividendes, bon, c'est une règle, vous n'allez pas avoir le même niveau de chartiste puisque vous n'allez pas regarder la même chose et vous n'allez pas comparer avec... enfin, vous n'allez pas comparer l'instant T avec un temps passé de la même manière. Vous voyez, vous allez être... Donc voilà, l'analyse chartiste, le gros problème, c'est que ça réclame, je vous dis, du vécu, tout simplement. De comprendre, en gros, quand vous avez un graphique devant vous, voilà, ça monte, ça baisse, c'est d'avoir l'outil, enfin, d'avoir le codage de ce message qui est envoyé par la courbe. En fait, une courbe, derrière cette courbe, il y a un message. Alors, il faut savoir le lire. Et pour le lire, il faut apprendre. Et alors évidemment, commencez par des livres classiques qui vont vous expliquer ce que c'est qu'un double top, un double bottom, pourquoi, comment, c'est quoi l'interprétation psychologique derrière. Moi, ça, je ne suis pas contre. Hein. C'est ce qu'on va appeler une approche scolaire, c'est comme ça qu'il faut commencer. Et justement, après, avec votre expérience, vous allez devenir de moins en moins scolaire. Derrière un double top, ou derrière, vous allez voir autre chose, parce que vous allez comprendre ce qui est en train de réellement de se passer, les enjeux. Quand vous allez comprendre comment réagit un gérant dans une situation à l'instant T, vous allez vous dire ouais, non mais là de toute façon il n'a pas pu acheter là donc il va pas le faire maintenant, de toute façon il fait rien. Enfin voilà, en fonction de ce que vous allez imaginer de ce qu'il va faire, vous allez évidemment lire votre graphique différemment, parce que vous savez, un trader, qu'est-ce qu'il fait? Alors il achète, il vend, mais il essaye de deviner, entre guillemets, aussi, dans une perspective plus long terme, je parle disons des gérants, on va dire, deviner ce que vont faire les autres. Parce que c'est en fonction de ce que vont faire les autres, donc d'anticipation de nouvelles, etc., qui vont agir à l'achat ou à la vente. Hein, c'est vraiment ça aussi. Hein, c'est pas que la valeur fondamentale qu'on donne au sous-jacent à l'instant T. C'est aussi se projeter dans qu'est-ce qu'ils vont faire, et moi, donc, qu'est-ce que je dois faire pour faire plus vite qu'eux, pour aller plus vite qu'eux, pour deviner ce qu'ils vont faire, comment ils vont réagir, etc.
Et on retrouve, si vous voulez, cette analyse sur toutes les durées de trading, que ce soit sur du long terme pour un gérant, ou pour un spéculateur comme vous pouvez l'être à certains moments, comme je le suis à certains moments, comme nous sommes. Et sur tous les horizons, en fait, on fonctionne un peu comme ça, sur l'anticipation de ce que vont faire les autres. C'est normal, c'est le but du jeu, puisque avoir raison tout seul face à une situation, ça sert à rien. Avoir raison trop tôt, ça sert à rien. C'est souvent au contraire destructeur, parce qu'on attend, et puis on perd patience, et puis après on s'énerve, quoi. Alors, voilà. L'analyse chartiste, c'est un sujet très vaste, très intéressant. Il faut apprendre le codage. Vous voyez, en fait, faut avoir le décodeur. Et ça demande du travail, de l'expérience. On va dire que partant de zéro, si vous faites que ça, si vous cherchez, vous essayez de comprendre, vous prenez du recul, vous voyez, je ne sais pas, vous essayez d'analyser les choses objectivement en apprenant tous les métiers de la finance, hein, en comprenant tous les métiers. C'est important, ça. Ben, au bout de quelques années, vous allez y arriver à atteindre un niveau d'excellence. Alors que, oui, l'analyse technique, donc sur ce slide, voilà, c'est un calcul mathématique, c'est un signal, il n'y a pas d'interprétation, c'est très binaire, c'est oui ou c'est non. Même si on peut aussi, évidemment, tenter d'interpréter un signal technique, rajouter, moi, ce que je fais, c'est-à-dire sur un signal technique du chart. Mais l'idée, c'est le chart, c'est des supports, des résistances, ce sont ce qu'on appelle des repères statiques, et l'analyse technique, c'est la recherche du market timing, donc ce sont des repères dynamiques. Vous pouvez avoir un signal d'achat sur un niveau de prix ou un autre, plus bas, etc. Vous voyez, alors que, donc c'est des repères qui peuvent se situer, enfin qui peuvent arriver à tout moment. Alors évidemment, le problème, c'est que ça réclame beaucoup de présence derrière l'écran, hein, l'analyse technique. C'est évident qu'il faut être derrière son écran pour déclencher les signaux, pour appuyer sur la touche au bon moment. Encore une fois, si vous tentez de le robotiser, bon, je pense que ça ne marchera pas, mais ça peut vous aider. Mais je pense que l'interprétation, de toute façon, sera un petit peu nécessaire. Mais voyez, pensez à ça. Repère. Cette notion de repère, chez nous, est très importante dans les formations. On essaye de dire aux gens que on essayera de réduire au maximum tout le côté discrétionnaire, donc tout le côté le trader n'est pas un devin. Souvent, ce qu'ils nous réclament sur BFM, mais vous pensez que ça va faire quoi? Mais je m'en fiche. Évidemment, j'ai un scénario. Moi, mon scénario aujourd'hui, c'est que je vais travailler par. Je vais me dire, bon, je ne pense pas que ça puisse monter fort, je ne pense pas que ça puisse baisser fort. Puis après, on réduit évidemment enfin, on essaie de préciser le scénario et puis voilà, de s'articuler par rapport à des niveaux. Mais l'idée, pour un trader, c'est de dire, ben, si le marché fait ça, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. Et j'ai un scénario principal qui est de dire, je pense que les probabilités de hausse sont plus importantes ou les probabilités de baisse sont plus importantes. Puis aussi, vous allez réfléchir en termes d'outils. C'est-à-dire que, bon, ben, je vais utiliser les futurs de telle manière, à combiner aux options. Donc, les options, ben, vous êtes en haute vol, vous faites comme ci, vous êtes en basse volatilité, vous faites comme cela, etc. Vous voyez, c'est cette connaissance de l'outil de tous ces outils qui sont à votre disposition qui vont vous permettre de gagner de l'argent et d'en gagner sereinement. Vous voyez, moi, je sais pas, je suis jamais nerveux sur un marché. Alors, je vous dis pas que parfois, j'ai pas joué comme un imbécile et que j'ai pas eu des moments d'angoisse, mais j'en ai eu, vous pouvez même pas imaginer. Je crois que, moi, vous savez, je suis absolument pas prétentieux face au marché. Je fais preuve de beaucoup d'humilité, c'est pour ça que je suis encore vivant. Sinon, je serais disparu depuis longtemps. Je sais que même ce qui est impossible est possible, ou ce qui est improbable est possible, en tout cas. Donc, je suis préparé à tout simplement. Mais je me suis mis dans des situations, mais même pas, je pense, vous pourriez l'imaginer, sincèrement, hein, de galère. Donc, je sais de quoi je parle. Si vous voulez, quand je parle de pression psychologique, oui, à pas dormir, mais pas qu'une journée, hein. Donc, une fois que vous avez un peu conscience de cette analyse chartiste, technique, etc., vous allez préparer une stratégie, un plan. Alors, vous voyez, prévoir les coups de l'adversaire, c'est ça, c'est dire, bah, si le marché fait ça, je fais ça, s'il fait ça, je fais ça. Alors, on n'est pas comme aux échecs, on va réfléchir sur des profondeurs de 5 coups. On va simplement dire, tiens, à l'instant T, je privilégie la hausse. Bon, ben, si ça monte, qu'est-ce que je fais si ça monte encore? Atteint, par exemple, un premier palier, ou si ça rebaisse, vous voyez, ça suffira, on va s'arrêter là. Et puis, bon, voilà, je prévois la baisse. Ça monte, ok, maintenant ça monte, qu'est-ce que je fais? Et puis si ça monte encore, qu'est-ce que je fais? Et si ça baisse, qu'est-ce que je fais? En général, on l'a prévu, mais à l'origine de la prise de la position.
Donc on connaît son stop loss, évidemment, on connaît son stop reverse. Voilà. Et après, on déroule le plan. Et après, dans la systématisation du comportement, c'est justement on déroule le plan, on travaille par rapport à des repères, et encore une fois, des repères précis, des repères qui deviennent, si vous voulez, automatiques. C'est vrai que mon trading, aujourd'hui, il se fait sans angoisse, parce que j'ai une confiance totale. La perte fait partie de la perfection du trading, c'est-à-dire que je vais gagner, je vais rendre de l'argent, donc je vais perdre à ce moment-là, mais je m'en fiche, je sais qu'à la fin, je vais gagner. Je sais que si j'applique la méthode, je vais gagner. Donc voilà, c'est d'avoir un plan, de savoir où on va, d'avoir des scénarios alternatifs, ça c'est très important. Les gens perdent perdent de l'argent sur les marchés parce qu'ils n'ont pas de scénario alternatif. Si le marché monte, qu'est-ce que je fais? Si le marché baisse, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais si jamais j'ai tort? Vous voyez, ils n'ont pas prévu l'avance, donc ils paniquent, etc., etc. C'est important d'établir une stratégie. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah voilà. Donc, vous voyez, par exemple, si je détermine un sens acheteur, qu'est-ce que je vais faire d'une manière naturelle? C'est très simple, hein, ça c'est chartiste. Hein. Une fois que j'ai établi mes niveaux support-résistance, ben, je vais établir un support S1, par exemple, sur lequel je vais tenter d'acheter sur un repli. Alors ça, c'est un peu ce que je vous propose sur BFM. Parfois, je vous dis en direct, je pense que je suis le seul à le faire. Hein. Je suis le seul, enfin, il faut être conscient. Les gens me disent, tu dis pas tout, enfin, il dit rien, etc. Ou il dit après coup. Non, je le dis jamais après coup. Si je le dis après coup, c'est que je l'ai fait. Enfin, vous imaginez, j'ai 500 clients qui m'écoutent chaque jour, des clients, hein, des gens qui travaillent avec moi. S'ils m'entendent dire sur BFM, tiens, mais j'ai dit d'acheter à 70 tout à l'heure, donc là, maintenant, je vais viser ça. Moi, je vais le dire d'une manière naturelle. Et il y en a qui vont dire, ah oui, mais 70, il l'a dit après coup. Mais vous vous rendez compte, si je mens, je vais être ridicule face à mes clients. Enfin, c'est complètement débile. Donc non, c'est tout à fait naturel. Voilà, c'est comme ça. C'est pour ça que j'achète, je vends, je fais des... Et par exemple, sous le niveau support, je peux stopper ma position, je sors. Oui. Et après, je détermine aussi des achats stop à partir desquels je vais déclencher des impulsions. Et c'est plus compliqué, si vous voulez, de donner cette recommandation, parce que les gens la comprennent moins bien. Attendez, hop, je me suis trompé de sens. Oui, donc la vente stop, au-dessous du niveau support, par exemple. Hein. Ça peut être le S1, le S2, le numéro 3. Et ça, c'est un plan chartiste qui va être établi à l'avance. Évidemment, ce n'est pas une science exacte de trouver le niveau de support et le niveau de résistance. Et encore une fois, ce n'est pas une science exacte. Il faut savoir le faire. Le faire bien et le faire très bien, c'est comme toute chose. Hein, pour gagner le dernier centimètre, que ce soit au 100 hauteur ou pour arriver à le faire d'une manière qui tend vers la perfection, mais qui ne sera jamais la... De toute façon, le marché, c'est toujours lui qui bouge d'une manière un peu parfois quand même aléatoire, oui, quand même, quelque part. Donc c'est jamais parfait, mais en tout cas, on peut essayer de tendre vers quelque chose qui fonctionne bien. Et puis, de toute façon, pour un trader, c'est pas chaque coup qui doit être abordé indépendamment des autres. C'est une stratégie globale, c'est un comportement global. Voilà, je sais que quand je vais faire ça, je vais suivre un plan, je vais gagner, je vais perdre, je vais gagner, je vais gagner, je vais perdre, je vais perdre, je vais gagner, etc. Et puis à la fin, je sais, par contre, j'ai une confiance totale, je sais que je vais gagner de l'argent. J'en suis certain. Mais pourquoi j'en suis certain? Parce que je l'ai vérifié. Vous voyez, zone neutre. Voilà. Donc, vous avez tous les graphiques qu'on peut se mettre en place, hein, tout simplement. Puis après, vous mettez vos points, vos trucs. Voilà. Bon, la suite. Je ne me rends pas compte de l'heure, là. Je ne sais pas quelle heure il est. Je vois pas les commentaires. Je ne sais pas s'il y a des trucs. Je vois rien du tout. Hein. Je vous dis tout de suite, 13h45. Je pense qu'il faut que j'accélère un peu. Ça va être un peu difficile. Parmi les choses qu'il faut que vous preniez en considération, c'est la respiration du marché. C'est en gros l'écart type. Vous pouvez dire l'écart type, oui, en mathématiques par rapport à la moyenne, pourquoi pas, mais pour dire aussi écart typique. Alors moi, je suis capable, si vous voulez, de donner un écart type, un vrai écart type du style de l'écart type en mathématiques, qui va en fait coïncider à une respiration du marché en basse vol, en moyenne vol ou en haute vol, voilà, tout simplement. Oui. Donc, se dire que si vous mettez des stops trop près, vous allez tout le temps être déclenché. Considérez que même en intraday, des stops à 30 points, c'est pas, ou même 50 points, c'est pas anormal, c'est tout à fait logique. Souvent les gens ils mettent des stops très près, 10 points, 15 points. Alors ils se font stopper.
Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, 10 fois. Puis après, ils se disent, mais ça y est, j'arriverai jamais à gagner 150 points parce que j'ai perdu 10 fois et j'ai jamais gagné. Ben oui, parce que si on met un stop à 15 points, les chances de se faire stopper, si vous voulez, sur un trading sur une longue période sont trop importantes. Et donc, les gens se font tout le temps stopper. Donc, ça veut dire que votre idée qui consistait à mettre un stop est une bonne idée, hein, mais ça veut dire que vous ne savez pas à quoi vous avez affaire, quoi. Ce truc, ce marché, il bouge, hein, il monte, il baisse, parfois pour rien, parfois pour des raisons justement de trading algo qui vont amplifier des mouvements où vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'où ce que je vous disais précédemment, ne pas être surpris. Acceptez ce genre de choses. Sinon, si vous ne l'acceptez pas, ben, vous allez perdre. Vous allez perdre tout le temps, 15, 20, tout le temps. Et vous n'allez jamais gagner parce que vous ne serez pas dans le mouvement, vous serez fait stopper avant. Puis surtout, après, vous allez perdre confiance. C'est surtout le problème, c'est que vous avez même pu... Mais c'est naturel, hein, si vous ressentez ça, moi je l'ai ressenti, donc j'ai fait des recherches hein, avant même... on se dit, mais je ne vais pas y arriver, c'est quoi ce truc? Perd confiance, tout simplement. Donc les ennemis du trader, ouais, j'avais gardé ce slide, mais j'aurais pu enlever. Bon, les pressions psychologiques, là, ah oui, la gestion du temps, on verra, c'est l'impatience. Bon, ça c'est vraiment classique. Donc la gestion du temps, ça c'est un gros problème pour le trader. C'est vraiment compliqué. La grande difficulté, je pense, pour quelqu'un qui fait du trading, en intraday, hein, au court terme en tout cas, c'est de se dire que il ne sait pas quand est-ce qu'il va rentrer forcément en position, il ne sait pas combien de temps ça va durer. Une fois qu'il a soldé, il ne sait pas quand il va reprendre, surtout s'il attend le signal technique. Il ne sait pas comment... Enfin voilà, c'est la gestion du temps. Il faut la considérer comme étant un gros obstacle à surmonter, à contrôler et pour gagner de l'argent. Donc l'idée, c'est d'avoir justement une méthode qui... ce que j'appelle dans la praticabilité d'une méthode, c'est-à-dire il y a la théorie et puis la pratique. Il y a le résultat théorique d'une méthode, ok, mais qu'est-ce que humainement on peut en faire, si vous voulez? Est-ce que l'humain que je suis, je parle pour tout le monde là, mais est-ce qu'il va supporter la méthode voilà, qui m'est proposée? Moi, c'est vrai que souvent je vois des gens, ils me disent tiens, Jean-Louis, regarde, j'ai fait un truc, c'est pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Et je leur dis mais non, c'est pas possible. Alors ils sont pas contents. Mais moi, j'ai pas jugé le résultat, j'ai jugé, si vous voulez, ce que ça représentait psychologiquement comme approche pour le trader, pour moi, en me disant pourtant je supporte beaucoup de choses, mais là je sais que je vais être impatient, je sais que je vais pas supporter 5 heures à ne rien faire, et en étant obligé d'être collé à mon écran, par exemple, vous voyez, un exemple simple. Mais voilà, c'est quelque chose de compliqué la gestion du temps, très compliqué. Donc après, la confiance dans la stratégie, c'est quelque chose qu'il faut travailler. C'est sûr que c'est quelque chose de très très important, cette confiance, parce que elle va énormément influencer votre trading long terme, en fait. Comment avoir confiance? En vérifiant qu'une méthode fonctionne. Vérifier, c'est pas toujours facile, hein, c'est vrai. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez trader en suivant une méthode. Mais vous allez vous apercevoir que vous allez, à cause du temps qui passe, alors vous allez diverger. Donc il y a un travail à faire. Un travail à faire, c'est prendre un graphique de la journée, à la fin de la journée, vous prenez le graphique. Et vous vous dites, voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire si j'avais suivi la méthode? La mienne, la vôtre, j'en sais rien. Prenons n'importe laquelle. Vous dites, normalement, cette méthode, elle fonctionne. Donc, alors, est-ce qu'elle n'est pas praticable, psychologiquement, humainement, on va dire? Et si elle l'est, qu'est-ce qui a fait que je ne l'ai pas suivie? Alors, d'abord, on essaie de voir qu'elle fonctionne. On se dit, ok, on constate que ça fonctionne. On fait des signaux techniques, on fait des signaux de chartistes, on mélange les deux, on travaille dans tous les sens ce graphique d'une manière objective. Hein, on n'essaye pas de trouver des excuses. On se dit, là, on aurait dû faire ça, là, on fait ça, là, on fait ça, là, on fait ça. Et à la fin, on dit, j'aurais dû gagner de temps. Et puis après, on compare avec ce qu'on a fait. Et on va mesurer la divergence. Et en fait, cette divergence entre ce qu'on aurait dû faire et ce qu'on a fait, ça mesure quoi? L'inconfort psychologique. Et évidemment, bien souvent, cette divergence, elle est négative. Vous avez perdu de l'argent. Alors vous dites, mais pourquoi j'ai perdu, etc. Et le travail de la confiance, qui ne se décrète pas, mais parce qu'il faut vraiment que ça soit vraiment ancré dans votre cerveau, c'est de se dire, je dois, en vérifiant chaque jour que si j'avais fait ce que je devais faire, ça fonctionne,
comparé avec ce que j'ai fait, je dois me rapprocher. Je dois tenter de tout le temps rapprocher. Chaque pourcentage de gagné, chaque chose que vous pourrez faire de positif à ressembler à la méthode que vous aviez élaborée au départ, c'est des points de gagné, c'est des pourcentages de gagné. Ce qui est gagné, c'est aussi du positif qui va influencer votre cerveau, votre morale. C'est faire du positif, c'est éviter aussi de faire des conneries, c'est-à-dire d'être tenté de faire des bêtises. Et c'est voilà, c'est comme ça qu'on travaille de la confiance, c'est tous les jours. Et ça, le problème, c'est que ça dure toute sa vie pratiquement de trader, vous voyez. Souvent, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ça m'arrive, bon, parfois, c'est vrai, avec le temps, on travaille un peu différemment avec les options, sur des horizons différents, d'une manière plus confortable, mais parfois, quand on trade, on se dit, on s'amuse un peu, on voit la sauce. Alors, on est content, on a gagné, et puis on a joué en freestyle un peu, et on se dit, ouais, j'ai eu du bol, bon, j'ai bien travaillé, j'ai bien... Puis parfois, on se dit, j'ai fait le con, quoi, voilà. J'ai fait le con, j'ai perdu, pourquoi j'ai perdu, etc. Et toute votre vie, vous allez devoir vous dire, bon, qu'est-ce que je me casse la tête? Ça marche? Pourquoi j'ai pas fait ce que j'avais prévu de faire? Qu'est-ce qui a fait que j'ai déconné? Mais c'est là où il ne faut pas se trouver d'excuses, c'est là où il faut se dire, mais j'ai voulu m'amuser, j'ai voulu jouer je sais pas quoi, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? Pourquoi j'ai pas stoppé? Parce que je voulais pas perdre? Bah ouais, mais pourquoi je voulais pas perdre? Parce que j'avais déjà perdu trop avant, donc du coup j'ai encore plus perdu. Toutes ces questions, on se les pose tous, hein. Moi après 30 ans, vous après 15 jours, hein. La différence, c'est peut-être la certitude que la solution se trouve là et que de temps en temps, il faut vraiment revenir aux bases, retravailler les bases, se dire que voilà, vérifier que ça marche, rapprocher son comportement de la théorie. Enfin, c'est tout un travail. Et en fait, ce travail, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Garder comme ça vraiment un comportement extrêmement rigoureux. Donc voilà, il faut avoir confiance, contrôler le mental, vous mettre dans des situations aussi. C'est pour ça que dans la praticabilité d'une approche, c'est compliqué. Et ce que je marque, voyez, la confiance. Comparé à gauche, vous avez par exemple ce que j'aurais dû faire, puis à droite ce que j'ai fait. Pourquoi? Pourquoi là j'ai vendu? Pourquoi là j'ai pas fait? Pourquoi j'ai pas joué le double appui? Pourquoi je l'ai fait comme ci? Pourquoi j'ai fait comme ça? Et donc ce slide vous met vraiment en évidence le travail qu'il faut faire, comparer ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire. Et c'est un travail vraiment très important sur vous-même. Et ce travail va vous amener à vous dire, mais quel imbécile, mais pourquoi j'ai pas fait ce que j'ai dit que j'allais faire? Et d'une manière naturelle, on part tous quelque part dans la direction où il ne faut pas aller. Bon, là, c'est pareil, c'est toute la partie finance comportementale, les biais cognitifs, l'aversion au risque, l'aversion associée. Souvent, à un moment donné, c'est l'aversion à la perte, l'aversion au risque. Quelque chose qu'à un moment donné, on ne supporte plus, donc du coup, on fait encore plus de conneries. Et ça, tous les traders ressentent ça, hein. Vous, moi, enfin, tout le monde. Tout le monde. De toute façon, les traders vedettes, entre guillemets, le vedette, vous savez, il est comme vous, comme moi, hein. Il se pose des questions aussi, hein. Il est pas devin, hein. Donc il a un plan, et puis voilà. Donc, en résumé pour presque finir, une bonne méthode, en gros, c'est une stratégie technique. Technique, ça veut dire chartiste plus signaux techniques. Et donc, une stratégie comportementale. C'est-à-dire comment j'organise mon travail, comment je continue chaque jour qui passe à travailler sur l'aspect psychologique, l'aspect comportemental. Et c'est vrai qu'une bonne approche des marchés passe par une approche de ce genre, c'est-à-dire technique plus comportementale. Alors, pour travailler sur les marchés, les options sont certainement une solution à ce travail sur la confiance, sur le contrôle du risque. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire avec les options, c'est passionnant. Pour ceux qui sont plus dans le concret, qui sont moins joueurs, qui sont moins... Parce que c'est dur de travailler tout le temps en directionnel, à fond, futur, achat, vente. On souffre parfois. Et l'option peut quand même vous apporter beaucoup de sérénité,
vous permettent de, de travailler avec beaucoup plus de confiance, d'aisance. Et voilà, c'est important de vous y intéresser, je pense. Donc, pour tout ce qu'on a dit, que ce soit les options ou les futurs, bah, évidemment, Saxo vous propose tout ça. Les CFD, c'est pareil, ils vous les proposent. Bon, moi, je vous ai mis mon compte hein, pour vous montrer que bah, j'ai un compte chez Saxo. C'est-à-dire que je bosse, vous voyez. Alors ça, c'est une de mes positions en ce moment. Hein, j'ai rien, pratiquement, j'ai pas grand-chose. Qu'est-ce que j'ai J'étais vendeur de CAC. Je suis acheteur d'un DAX, mais je l'ai travaillé, vous voyez, encore ce matin, j'ai fait pas mal d'écarts. Mais là, on voit pas bien, là, parce que c'est vrai que il n'y a pas le résumé de mes... Ah oui, non, ça, c'est ma position précédente. Mais je peux vous montrer en temps réel, sinon. Parce que j'ai un petit zap à faire, je vais le faire après, juste après. Et je vous demande 2 secondes. Tac. Alors, ouais, là, sur le slide, je vous montre juste un truc. Ça, c'est mon bureau. Et je me retourne pour vous parler sur BFM. Questions-réponses, je ne sais pas s'il y a des questions-réponses. Et je vous montre juste le... Je ne sais pas comment on fait pour revenir à mon compte. Voilà. Alors ça, c'est mon compte en temps réel. Voilà. Alors le marché, le DAX, ça vaut 10 195. Je suis acheteur d'un, mais j'ai fait plusieurs allers-retours ce matin. Vous voyez, j'ai vendu à 10 308, j'ai racheté à 10 246. Mais face à ça, j'ai une position de 10 futurs CAC 40 à la vente. Et puis, je suis vendeur d'options aussi. Donc, j'ai une valeur du compte à 515 000. J'ai une position très faible, puisque je suis à 16% d'utilisation de marge. Donc, vous voyez, c'est c'est très raisonnable. Parce que le marché, en ce moment, ne m'envoie pas un message fort, si vous voulez, sur lequel je pourrais vraiment créer une stratégie importante. Donc, je vais plus avoir comme comportement l'idée de prendre des écarts, des morceaux de marché, des petits morceaux de phase de marché. Voilà, le marché monte, ben, je vais peut-être prendre trois morceaux à la hausse, 2 à la baisse. Enfin voilà, je fais ce que je peux, quoi. Je ne vais pas tout le temps coller au marché. Puis surtout, j'estime que si vous voulez, les probabilités de réussite dans ce type de situation, où la visibilité est très faible, où les convictions sont totalement absentes, je ne vais pas non plus monter en puissance, c'est pas la peine. Faire un bon coup sur les marchés, c'est se rendre disponible pour le faire. Donc c'est éviter de faire une bêtise, se mettre dans la galère avant, et ça c'est très important. Ça c'est quoi ça? Des questions? Alors, j'ai quelques questions qui me sont données par Saxo. L'exemple vaut mieux que la leçon. Pouvez-vous prendre des positions sur un indice pour mieux illustrer ce que vous dites? Vous voyez, votre question là, elle est provocatrice. Enfin, je ne sais pas si vous faites exprès. L'exemple vaut mieux que la leçon. Là, vous êtes en train de me donner une leçon. Là. Donc, écoutez, vous savez ce que vous faites. Vous venez au bureau et puis vous nous regardez trader. Mais cette question est, pouvez-vous prendre des positions? Je suis en train de vous parler. C'est un webinaire. Là, c'est pas que ça m'énerve, mais je trouve ça vraiment totalement inutile. Là, vous avez mon compte. Vous voulez que je fasse quoi? Que j'achète, je vende? J'ai pas de graphique, j'ai pas mes trucs. C'est complètement... je passe mon temps, vous savez, à recevoir des provocations. J'ai l'habitude, hein, mais je pensais quand même, là, vous inviteriez. Je sais pas, je sais pas, je ne comprends pas. Vous pensez que je traite pas? Et je vais vous dire une chose, Mr. Dow, vous n'avez même pas idée de ce que je fais sur les marchés. C'est pas de la prétention, vous n'avez même pas idée, c'est tout. Je suis pas non plus quelqu'un qui trade avec 50 millions d'euros. Hein, voilà. Mais bon, l'exemple vaut mieux que la leçon. C'est pas une leçon que je vous fais. Hein. C'est absolument pas une leçon. J'essaie de vous communiquer une passion. Peut-être vous savez de quoi vous parlez, ben, tant mieux. Il y a des gens, peut-être que ce que je vais leur apporter, ça va leur permettre d'éviter de se faire avoir. Je sais pas. Alors Olivier, bonjour. Plusieurs questions sur le CAC futur. J'ai bien compris qu'ils prennent en compte les versements des dividendes, mais dépend-il également d'un carnet d'ordre d'achat? Oui, bien sûr qu'il y a un carnet d'ordre. Ce que je vous ai dit, c'est un marché centralisé. Vous avez 10, en fait, si vous voulez, Euronext dérivative, hein, vous donne un carnet, vous avez les 10 achats et les 10 ventes, mais ça ne sert à rien de le regarder, ou quasiment rien, hein, franchement, vous n'allez rien pouvoir en faire. Bon. Mais après, vous pouvez cliquer dans le carnet, après, c'est des fonctionnalités de la plateforme, vous allez pouvoir acheter et vendre facilement sur des niveaux de prix, quoi.
peut-il ainsi, dans la même journée, baisser alors que le cash a monté? Non, le futur et le cash sont arbitrés. C'est-à-dire que, en fait, si vous voulez, il y a des algos qui vont calculer en permanence la différence qui existe entre j'achète toutes les valeurs du CAC et je vends le futur. Ou inversement, j'achète le futur et je vends toutes les valeurs du CAC. Et donc, ils calculent les différences et ils font des arbitrages. Donc, de toute façon, dès qu'il y a une différence qui se met en place, ça tend à être réduit par des arbitragistes. Là, on le fait d'une manière très rapide, très simpliste, hein, je suis désolé, mais après... alors, où peut-on voir ce carnet d'ordre? Ben, vous pouvez le voir sur n'importe quelle plateforme. Hein. Saxo, là, vous propose... Moi, si vous voulez, je travaille... Le carnet ne m'intéresse pas trop, donc l'offre et la demande que vous avez... ben, vous voyez, là, s'il est en direct, à 99, 19,5, sur le DAX, ben, ça me suffit, ça me suffit. Mais sinon, oui, vous pouvez le voir chez Saxo. Les horaires de cotation du futur, ben, c'est 8h, 8h, 22h. Le fixing, c'est 17h35. Le passage de J à J plus 1, là, vous ne posez pas la question, mais c'est important pour tout ce qui est... c'est 18h30, d'accord? Alors, devant un graphique. Ah, Mister Dove, salut. Comment peut-on imaginer ou deviner ce qu'un gérant a fait ou compte faire? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, imaginez, ouais, devinez. Alors, ce qu'il a fait, en fait, on n'en sait rien. Ce qu'il compte faire, faut pas forcément. Non, ce qu'on va essayer de faire, c'est se dire, j'observe un peu ce qui se passe, je comprends l'environnement, je comprends le travail du gérant. Déjà, lui, est-ce qu'il a des flux qui entrent ou qui sortent? Après, la question, par exemple, rappelez-vous, au mois de juillet 2015, à un moment donné, le marché est à 5000 et quelques, et on me dit, vous pensez que ça va monter comme votre collègue? Et je dis, non, le marché a quasi aucune chance de monter. Pourquoi? Parce que, en fait, là, ça répond à la question, je vais essayer de deviner. Je me dis, la manière dont le marché est passé de 4006 à 5100, c'était tellement rapide, tellement violent, avec des gaps. J'avais dit à l'époque, on est sur du gruyère et du sable mouvant, enfin, il n'y a rien. Donc le gérant, il va certainement pas payer 5150 dans l'espoir que quelqu'un vienne prendre le relais à 5004. Donc vous voyez, alors là c'est pareil, c'est un faisceau d'indications, c'est un faisceau de choses qui vont éventuellement me permettre de me faire une idée de la situation. Mais cette situation, elle peut évoluer. Parfois, vous allez voir, je vais dire, ouais, bon, là, il y a une situation qui a l'air de s'améliorer. Mais il va me falloir peut-être 2-3 jours pour que le message soit plus fort. Mais encore une fois, attention, hein, c'est pas une certitude. Hein, on n'est jamais certain de ce que l'on croit deviner. Même moi, j'en sais rien. Après tout, je ne mettrai pas mon bras à couper, hein, c'est sûr. Hein. Alors, Mathis, comment différencier les flux des sociétés de gestion des flux du trading algo? Alors, là, il y a un truc très simple. C'est que les sociétés de gestion ont des programmes qui peuvent durer des jours, des semaines. Les flux de trading algo, c'est quelques minutes, parfois quelques secondes, quelques minutes, etc. Donc la rapidité des mouvements, de toute façon, le flux de gestion, vous allez avoir beaucoup de mal à vous imaginer que c'est possible que... Et les flux du trading algo, là, quand vous allez voir que c'est sans état d'âme, que ça fait un one-shot comme ça de 2-3% ou même 1%, le matin, vous avez au départ, vous avez du trading algo, et souvent, vous avez du trading algo, notamment plus on s'approche un petit peu de l'échéance, à 17h35 sur le fixing, vous avez des ajustements de delta. Et là, vraiment, il y a du trading donc algorithmique, avec une augmentation du volume important, parce qu'en en fait, il va arbitrer cash futur, etc. Mister Do, ah, c'est bien. Bon, Mister Do, j'ai peut-être été un peu dur avec vous tout à l'heure. S'il est vrai qu'il existe le trading algo, n'est-il pas vrai que les algorithmes sont basés sur les mêmes cours de bourse et donc sur les mêmes manières d'interpréter thématiquement les... Oh là, il y a Saxo qui me dit, Jean-Louis, il faut couper. Et là, vous me posez une question, elle est dure. Donc là, il faut qu'on en discute. Hein. Rien que la question là, s'il est vrai qu'il existe le trading algo, n'est-il pas vrai que les algos sont basés sur les mêmes cours de bourse que quoi? Et sur les mêmes manières d'interpréter mathématiquement les cours. Soit ça a été mal écrit, mal traduit, je sais pas, enfin, je ne comprends pas trop la question. Ben, les algos, ils sont basés, oui, sur des datas, des cours. Et alors, les mêmes manières d'interpréter, ben non, parce que dans le trading algo, vous avez plein de manières de faire. Hein. Moi, je connais des gens qui font du trading algo avec des moyennes de prise de position de quelques secondes à quelques dizaines de secondes.
ils vont vraiment choper enfin, l'algo est basé sur de la densité d'échange, plus que le volume n'a aucun intérêt. Enfin, pour moi, n'a aucun intérêt, mais sur des densités d'échange. Et ils vont donc essayer de capter voilà, des morceaux extrêmement rapides. Alors après, il y a des problèmes techniques justement sur l'algo, à savoir comment je reçois les datas, ce que je peux en faire, la vitesse que. Alors comment savez-vous que c'est du trading algo? Je le devine. Ouais, c'est vrai, mais je le devine. Mais qu'est-ce qui va me faire que je vais penser que ça c'en est parce que je connais leur boulot. Enfin, pour certains aspects du trading algo. Hein. Et puis c'est surtout sur le mouvement violent sans état d'âme, par exemple. Vous voyez, ça c'est quand vous voyez des trucs violents, c'est pas humain. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui peut déclencher des achats à la mano. Vous voyez, c'est un algo qui est derrière. Ce sont des algos qui en plus peuvent s'auto-générer pour l'autre des flux d'achat ou de vente, etc. Donc tout ce qui est violent, il y a des grandes chances que l'algo soit très présent, en dehors des phases de news, mais même dans les news. Hein, vous savez, les acteurs de la gestion ne sont pas aussi présents que vous pouvez l'imaginer. Et de toute façon, si ils sont là sur le marché pour se couvrir ou pour faire enfin, pour faire du trading futur à la marge par rapport à leurs actifs, ils n'iront jamais à la vitesse des mouvements qu'on observe. Vous voyez, là, c'est là où il faut en être conscient, pas être surpris, se dire que bon voilà, c'est de l'algo, ça ne veut pas dire on va en faire quelque chose, qu'on va s'en servir pour faire quelque chose, qu'on va. Voilà, c'est comme ça. Mais il ne faut pas être surpris, c'est le but du jeu. Bon, là, on va arrêter. Merci en tout cas euh, de votre intérêt. Nous, on est super transparents, venez nous voir, voilà, comme vous voulez. Enfin, on fait des portes ouvertes assez régulièrement. Merci, tradez bien, soyez prudents, et puis quand vous voulez. Bonne journée, au revoir.